Bonsoir à tous et bienvenue à cette classe de maître culinaire avec le chef Pasquale Vari ce soir, classe de maître organisée par la Chambre de commerce italienne au Canada et initiée par Voyage Vin Italie. Ce soir, cette soirée est dédiée au lac de Garde, à la région est du lac de Garde, c'est-à-dire à la région vénitienne. Nous allons vous parler et vous faire découvrir des produits typiquement du lac de Garde, aussi bien au niveau des vins qu'au niveau des mets. Je m'appelle Guénaël Revel, je suis auteur d'ouvrages sur le vin, journaliste et animateur à la radio. Et cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la campagne La différence est dans le goût, True Italian Taste, a un objectif, c'est vous faire aimer la gastronomie italienne, que vous la connaissiez un petit peu plus et surtout on veut vous donner l'envie d'aller visiter l'Italie lorsque, bien entendu, les frontières seront ouvertes. Elles le seront, j'en suis certain, en 2021. Je tiens à remercier ce soir notre présentateur officiel, Garda Green. On va vous en parler au cours de la soirée de Garda Green. Garda Green vous offre des formules touristiques assez attrayantes, innovantes. On va vous présenter tout à l'heure ce qu'il vous offre. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils sont très respectueux de l'environnement. Ce soir également, les produits dont on va vous parler avec Pasquale sont disponibles dans une épicerie fine à Saint-Hyacinthe au Québec qui s'appelle Les Passions de Manon. Donc tous les produits de ce soir, vous allez les retrouver là-bas à l'épicerie. Je suis certain que si vous tapez là tout de suite, immédiatement sur votre clavier Les Passions de Manon, il y a un lien pour obtenir l'adresse. Je vous encourage d'ailleurs, puisque vous êtes sur Facebook, à hashtaguer, à nous envoyer des questions, à aimer, à partager. Là tout de suite, vous pouvez même demander à des amis de partager avec vous cette soirée qui va être superbe. N'hésitez pas à nous envoyer également des questions, car dans à peu près une cinquantaine de minutes, la soirée va durer 1 heure, nous répondrons, Pasquale Vari et moi-même, à toutes vos questions, aussi bien culinaires que viniques. Les recettes et les vins à l'honneur ce soir seront toujours disponibles sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada, ne vous inquiétez pas. Et ce soir, je vais avoir la chance de vous présenter 2 superbes régions viticoles avec des DOC connus dans le monde entier. Je pense au Bartolino et au Valpolicella, et en particulier ce qu'on appelle l'Amarone della Valpolicella. Mais pour mieux vous faire saliver, tout de suite, ces quelques images.
Largo di Garda, je pense que quelques images vous ont donné envie de le visiter si vous n'y êtes jamais allé. Et je suis certain qu'ensemble ou avec vos amis, on redécouvrira cette Italie d'ici quelques mois, j'en suis sûr. N'hésitez pas, Voyage Vin Italie, le site de référence pour préparer vos voyages, tant au niveau vinique que culinaire. Ce soir, je suis avec Pasquale Vari. Vous voyez, on est à bonne distance, hein, on est très respectueux de la Covid et des mesures de précaution. Vous connaissez, mais je me dois de le présenter. Alors, il avait un CV long comme mon bras. Le voici résumé. Pasquale, bonsoir. Bonsoir, Daniel. Alors, tu vas rougir parce que je dois te présenter. Tu es né en Italie, un peu plus au sud que la région de ce soir, mais tu es italien d'origine et depuis 1995, donc en fait, tu fêtes tes 25 ans. Tu es en poste ici, à l'ITHQ, l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec, hein, où nous tournons ce soir. Au cours de ta carrière, tu as remporté de nombreux prix, mais je vais surtout citer les plus grands. En 91, tu étais très jeune, la médaille d'or au concours Prix d'excellence Relais et Châteaux pour le Canada. En 2003, tu es devenu le chef expert pour le Québec dans l'analyse des professions de cuisiniers et de cuisinières pour le Sceau Rouge Canada. En 2012, tu as remporté le prix Renaud Cyr dans la catégorie chef formateur et tu as été couronné, et je pense que c'est ça surtout le prix pour moi, hein, excellent. Tu as été couronné chef cuisinier national de l'année par tes pairs, c'est-à-dire par tes confrères. Et en général, quand on est reconnu par ses confrères, c'est ce qui nous touche le plus. Ça, c'était en 2013. Tu as travaillé en France, tu as travaillé en Italie. On y reviendra parce que tu as travaillé justement dans la région qu'on présente ce soir. Et bien entendu, tu travailles toujours au Québec. Depuis maintenant 21 ans, tu es consultant culinaire pour des activités de restauration, notamment pour la Chambre de commerce italienne au Canada, donc pour nous, et pour différentes émissions culinaires de cuisine, dont, bien entendu, celles que vous connaissez tous, les chefs. Et puis également... 5 chefs dans ma cuisine. Voilà, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau cette année et moi je participe un vendredi sur 3. Oui. Notre animatrice Marina Rossini que l'ensemble du Québec connaît. Et on a des thématiques à tous les jours. Et moi je joue le rôle le vendredi sous la thématique l'art de recevoir. D'accord. Oui. Alors ce soir on est au lac de Garde. Oui. Alors le lac de Garde, petit point commun, si vous regardez d'ailleurs sur une carte géographique avec Montréal, c'est que c'est pratiquement la même superficie. C'est en gros 50 km sur 16 km le lac de Garde. C'est un petit peu comme l'île de Montréal. Donc vous voyez, c'est quand même assez vaste. C'est d'ailleurs le plus grand lac italien. On va en parler avec Pasquale au cours de la soirée, parce qu'on a eu la chance, bien entendu, d'y aller. C'est un lac qui est magnifique, une région superbe, touristique, qui borde à l'est la Vénétie. Au nord, c'est la région de... On oublie Trentino. Voilà, le Trentino. Et à l'ouest, c'est la Lombardie. Oui. Nous, ce soir, on reste du côté de ce qu'on appelle le Valpolicella et le Bardolino. Je vais y venir tout de suite. Mais surtout, j'aimerais que tu nous présentes les deux recettes de la soirée. Bien, ce soir, on va faire des tortelli di zucca, qui est une recette typique de la région. Oui. Et on fera un risotto à l'amarone. Un très grand riz et avec un très grand vin de la région. Ensemble, ça va être spécial. Voilà, alors, tu viens de parler de vin. Je vais tout de suite le présenter, le premier vin, pendant que tu fais tes petites mises en place. Elles sont déjà faites. Vous voyez, le vin que j'ai là je me suis déjà versé ce vin. Pasquale, je t'ai servi un verre. Oui. Voilà. Le vin que je vous montre, c'est ici. Bardolino. Les deux vins de la soirée sont disponibles en SAQ. Alors, le Bardolino, appellation DOC, typiquement italienne, c'est même, figurez-vous, il y a une vingtaine d'années, lorsque l'OIV, qui est l'Organisme international du vin, a fait une enquête en Italie auprès des Italiens, lorsqu'il leur a demandé quel était le vin le plus populaire, eh ben, c'est le Bardolino qui est sorti en premier, vous rendez-vous compte, avant d'autres appellations que vous connaissez. Et en fait, le Bardolino, on discutait tout à l'heure avec Pasquale, c'est un petit peu le Beaujolais italien. C'est un vin qui est très léger, facile, gourmand, très facile à déguster. Et ce soir, je vous présente cette maison. Superbe maison, superbe famille, la famille Farina. Donc c'est le Classico 2018, 17,55 à la SAQ, mais vous aurez tous ces détails sur le site de la Chambre de commerce italienne. Donc Bardolino, un vin élaboré avec les cépages typiquement vénitiens. On va y revenir également pour le Valpolicella. Je parle de la Corvina, de la Rondinella, et de la Molinara. Vous voyez, ce sont des cépages féminins, c'est pour ça que j'ai bien dit là. Je vais y revenir tout à l'heure.
Ici, la maison Farina, c'est la maison qui appartient à Claudio, à Elena et à Alessandro Farina. Ils disposent pour travailler d'une quarantaine d'hectares, dont 10 en propriété. Ici, c'est la Corvina, qui domine. La Corvina, c'est un cépage qu'on emploie surtout pour son bouquet et puis son côté très suave, très léger. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on dégustait, on fait un cling-cling de loin. De loin. Voilà. Particularité qu'on va retrouver dans les deux vins de ce soir, mais le second, vous allez voir, c'est beaucoup plus concentré, c'est qu'on a des notes de cerise très marquées, ce petit côté griotte, on le sent, mais c'est très léger, hein. Ça se boit très facilement et c'est pour ça qu'on l'a sélectionné avec les tortelli, Tortelli, c'est bien dit. excuse-moi pour mon accent. Non, c'est très bien. Tortelli di Zucco. C'est pour ça Zucca. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné ce soir. Cette famille, vous pouvez la visiter, bien entendu, parce que si vous allez justement du côté du lac de Garde, on peut toujours visiter les domaines. Aujourd'hui, les domaines accueillent tout le monde. Il y a des infrastructures touristiques et vous pouvez bien entendu déguster les vins de cette maison qui est en fait entre deux monts, ce qu'on appelle le Monteforte et le Montecorna. Le Monteforte a cette particularité d'être sur un sol plutôt de tuffeau. Le tuffeau, c'est de la craie, mais de la craie avec du quartz. Et c'est ce qui va donner un petit peu plus de fraîcheur au vin. Alors que les vins qui vont être issus de ce qu'on appelle le Montecorna, c'est plutôt argilo-calcaire. Donc ça va donner un petit peu plus de densité au vin. Et la maison, d'ailleurs, travaille plutôt ses Valpolicella, ses Amarone, puisqu'elle dispose également des DOC et des DOCG locales. Voilà donc pour le Bardolino. Vous avez bien vu l'étiquette. Je la montre bien à la caméra. Voilà. De toute façon, tout ça, chambre de commerce italienne au Canada. Tout à l'heure, vous allez avoir toutes les références pour aller découvrir et acheter ce vin à la SAQ. Pasquale, c'est à toi parce que toi, tu vas nous présenter également 3 superbes produits IGP et DOP. DOP. D'abord, dans la première recette que je vais faire, les tortelli di zucca. C'est une recette que j'adore faire ici au Québec déjà depuis 10 ans. Et ça commence toujours au mois d'octobre, lorsqu'on cueille nos courges dans nos champs. Et moi, je m'en achète toujours une ou deux. Et je la garde justement pour 2-3 jours avant Noël. Et je prépare cette même recette. Et s'il m'en reste, je congèle la pulpe pour plus tard. Et lorsque je travaillais en Italie, c'est toujours des tortelli qu'on faisait pendant la fin du mois de décembre jusqu'au mois de mars. C'est l'avantage d'une courge, hein, c'est qu'on l'achète et on ça la peut se garder. Oui, ça se garde. Même sur le comptoir. Oui. Et pour cette recette, ça va vous prendre absolument la variété Blue Hubar ou Blue Doll. Et c'est des courges que la chair est très, très, très ferme. C'est pas ce qu'on appelle la courge musquée. Non, c'est vraiment une Blue Hubar. D'accord. La Hubar est plus une forme un peu longue, tandis que celle-ci, ça ressemble à une citrouille. Mais l'extérieur est un peu bleu, grisonne un peu. D'accord. Et bon, c'est très simple. On coupe des morceaux. Et on coupe des morceaux d'environ 2-3 cm. On les dépose dans un plat à l'enfour. On met un tout petit peu d'eau, mais vraiment la moitié de la quantité pour arriver à la moitié du niveau. Ensuite, on met du papier parchemin et après, on couvre d'aluminium. Ça, c'est un petit conseil qu'à la maison, si jamais vous mettez de l'aluminium, mettez toujours un parchemin pour pas que la nourriture fasse contact ou même les vapeurs avec l'aluminium. Combien de temps? Combien de temps? 45 minutes à 350 Fahrenheit, 150 Celsius. Évidemment, si vous n'êtes pas capable de couper la courge aussi mince que moi, ça pourrait vous prendre peut-être 1 heure. Donc, on met ça au four, on l'oublie. Ensuite, tu mets au four à chauffer? À chauffer. On préchauffe le four, D'accord. on cuit la courge et ensuite, une fois que la courge est froide, on obtient ça ici. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on l'écrase. Okay? On prépare une purée. Et ça, c'est l'étape peut-être la plus importante. Et je me rappelle, en Italie, on le faisait dans des oreillers. On prenait du coton fromage aussi. C'est qu'on doit prendre un chinois ou une passoire. Si on n'a pas tout à fait une passoire aussi fin comme la mienne, de mettre un linge. Et on met notre purée à l'intérieur, écrasée. Tu vas filtrer, pour la faire en fait. égoutter. Égoutter. Okay? Pour la faire égoutter pendant 24 heures au frigo. Ça, c'est essentiel, sinon notre farce sera trop liquide. Okay?
Ça, c'est 24 heures, donc au froid. Au froid. Et on va récupérer de l'eau. On récupère de l'eau. On pourrait garder l'eau si on souhaite. Et ensuite, on obtient une belle purée. Mhm. Une belle purée qu'on doit mélanger avec des œufs. Alors là, il y a 2 œufs. Oui. Là, les quantités, là, c'est pour 500 grammes de pulpe, 2 œufs. De mémoire, je crois que c'est une demi-tasse de Grana Padano. Grana Padano est un fromage DOP de la région de la Vénétie. Et des biscuits amaretti. Des biscuits amaretti Donc là, c'est équivalents. des biscuits sucrés italiens Oui, qu'on a des broyés. biscuits aux amandes. Et on les prend, on les concasse. Là, avant de... Pour le Grana Padano, là, tu viens de dire, Oui, c'est ce propre à fromage la ici. Vénétie. On le trouve également dans d'autres régions au nord, mais ici, c'est celui qui est vénitien. Ça, c'est un fromage qui est produit dans plusieurs régions italiennes. du nord d'Italie. Voilà. Entre autres, seulement en Vénétie aussi. Oui, voilà. En Vénétie, c'est comme leur fromage fétiche pour Lait de râper. Lait de vache, moitié écrémé, moitié non écrémé, 30 jours en saumure, affiné minimum 9 mois et ça peut aller jusqu'au maximum 20 mois. Et là, on parle d'IGP. De DOP, DOP. d'appellation d'origine protégée. protégée. Et c'est un fromage qui est beaucoup plus frais. Moi, j'aime bien couper des morceaux. C'est superbe si on veut faire des copeaux, des écailles. C'est un fromage qui est moins affiné, donc beaucoup plus facile à travailler. D'ailleurs, c'est moi qui beaucoup t'ai plus volé doux. le bout, là. Et beaucoup plus doux. Voilà. Donc, on a nos biscuits, nos amaretti. Là, Donc je peux là, comprendre que tout... On répète, tu as mis la purée, Oui, la purée, je le m'éloigne. fromage, les 2 Padano, œufs, les 2 œufs, les 2 œufs, le fromage. oui, les biscuits amaretti. Ouais. Et là, je sais déjà du monde qui vont dire, ah, si j'ai des allergies aux amandes, aux noix, remplacer la même quantité par la chapelure. OK? Remplacer par la même quantité par la chapelure de pain. Et là, prochain ingrédient qui est indispensable dans la préparation de cette farce pour faire nos tortelli di zucca, c'est la mostarda di frutta. Là, je l'ai dit en italien, mostarda di frutta, et si on traduit, c'est moutarde de fruits. Et là, vous dites comment, depuis quand que les Italiens font la moutarde? C'est pas un C'est bœuf, quelque chose à Dijon, c'est ça, tu sais? Oui, c'est plus français, Oui. quoique. Mais ça veut dire qu'il y a des graines de moutarde? Non, pas du tout. Et là, je vais t'expliquer. Dans la Vénétie, côté est, on fait une moutarde avec des fruits mélangés, mais vers le côté ouest, où on se trouve le lac de Garde, c'est à base de pommes seulement. Et ce sont des pommes qui ont été confites dans du sucre. Donc oui, il y a une présence de sucre, une présence d'acidité aussi, mais il y a un petit côté piquant à cause que, bon, en Italie, maintenant, on le produit avec de l'essence de réfort ou de moutarde, OK? Mais c'est simplement comme du wasabi ou un réfort. Et c'est super bon à manger tel quel pour accompagner charcuterie, des fromages, des pièces de viande bouillies. C'est un condiment pour la région de Vénétie. Et on le prend et on doit le mettre en purée pour cette recette. Ok, je vais te faire goûter. Oui, c'est ça. Je vais goûter. Alors ça, vous le retrouvez bien entendu chez Manon. à l'épicerie Les Passions de Manon à Saint-Hyacinthe, hein, bien entendu. Que d'ailleurs, Là, je salue Manon parce que sûrement elle nous regarde ce soir. Là, je ne vais pas avoir les papilles corrompues là, si je prends tout non, ça. Ça va aller, au niveau accord avec le vin, c'est exceptionnel. Avec un petit fromage. On le sent. Hein. On le sent. Juste déposer ici. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui est vraiment typique du nord d'Italie, surtout de la région de la Vénétie. Et ça nous fait une farce qui est 100% végétarienne. C'est pas végétalienne, mais c'est végétarienne. On mélange le tout et ensuite on laisse reposer notre farce 1 heure. Et là, on est prêt à faire nos tortelli. Tu vois, je viens de faire le test, moi, avec mon bardolino. Très, très souple, hein, lorsqu'on le prend seul. Et là, en le prenant juste après cette petite bouchée épicée, ben, ça vient casser un petit peu la sucrosité et ça vient donner de la vinosité au vin. On a un côté beaucoup plus vinique. Faites-le à la maison. Donc, si vous allez vous procurer cette moutarde de fruits, non pas cette confiture de fruits, moutarde de fruits. Mostarde. Donc, à l'épicerie de Saint-Hyacinthe, hein, chez Manon. Oui. Et c'est un excellent cadeau de Noël, surtout si vous passez par chez nous. J'en prends tous les jours. Donc,
Et là, maintenant, tu vas nous faire les pâtes. Oui, les pâtes, bon, tortelli qui dit pâtes, Ouais. OK, sont des raviolis. Lorsqu'on est dans le coin du lac de Garde, on ne peut pas dire ravioli de courge, on doit dire tortelli de courge. Et pas tortellini non plus. Non, pas tortellini non plus. Tortellini, c'est l'Émilie-Romagne. Ça, c'est Émilie-Romagne, tu te fais fouetter si tu dis ça. C'est ça, bon, OK. On ne veut pas dire ça. Tortelli. Tortelli. Et encore, c'est une pâte fraîche que j'ai fait avec uniquement la farine de blé tendre, la farine tout usage, 300 grammes pour 3 œufs entiers et 2 jaunes. On pétrit, on mélange, on pétrit, et ensuite on laisse reposer 30 minutes. Et après, à l'aide d'un couteau, on coupe un morceau, tel quel. Le restant de notre pâte, on doit re-envelopper. Là, j'ai une question. Pour éviter qu'elle sèche. Je me mets à la place de nos internautes qui te voient réemballer ça, la pâte. Oui. Est-ce qu'on peut la congeler? Idéalement, ça ne vaut pas la peine. Personnellement, je ne pense pas que ça vaut la peine. On fait une petite quantité. Et, exemple, tortelli, c'est un samedi après-midi. On décide de faire des pâtes farcies. On fait une bonne quantité de pâtes, on fait une bonne quantité de farce. On fait le tout en prenant du vin. Et on congèle ça. Voilà. Et du jus d'orange pour les enfants, parce que ça, vous faites ça pendant justement la Avec les Covid enfants. et pendant le confinement, on fait ça justement avec nos enfants. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mentionné dans la recette que vous allez trouver sur le site web, c'est pour 8 personnes. Parce que c'est plus petit que ça, c'est impossible. Donc, je vous conseille de la quantité de courge que vous avez à la maison, faites cuire. Et ensuite, vous allez rectifier les quantités, mais en prenant la courge comme base. OK. Mais au réfrigérateur, 24-48 heures sans problème. 24, pas 40. 24. Oui, pas 48. 24 heures. OK. Donc, un peu de farine. On va aplatir un tout petit peu notre pâte. Et là, ici, j'ai mon laminoir qui est installé sur mon poste de travail. Et un laminoir, je vais toujours aplatir ma pâte et l'insérer comme ça. Je vais aller chercher le maximum de l'espace qui est permis pour rouler la pâte. Et je vais ouvrir au plus grand. Et OK. on met la... Tu sais quoi, Pasquale? Je t'écoute. Rapproche peut-être, avant de tourner, rapproche-le pour le mettre dans le champ. Oui. Voilà, voilà. Vas-y. OK. Comme ça. OK. Voilà, comme ça, là, je sais qu'on le verra mieux. Bon, je sais que ça va faire hurler certains Italiens de notre communauté à Montréal, mais si on n'a pas ça, Cette machine ici? cette machine-là, est-ce que je peux le faire avec mon rouleau à pâte traditionnel? Il y a peut-être une dizaine de personnes à Montréal qui sont encore capables de faire ça avec un rouleau à pâte. Classiquement, on le faisait au rouleau à pâte. Encore aujourd'hui, en Italie, on retrouve des endroits que on a du monde qui sont capables de faire ça avec un rouleau à pâte. C'est un art qui est en train de se perdre. Ma grand-mère faisait des tagliatelles avec son rouleau à pâte. Moi, j'ai le rouleau à pâte chez nous, mais je ne me sers pas trop souvent. C'est très difficile, mais c'est quelque chose qui je vous met au défi. Si vous êtes capable d'en faire avec un rouleau à pâte, envoyez-moi des photos sur Instagram ou Facebook. Tu risques d'avoir tu risques d'en avoir. C'est assez difficile. Là, tu viens de lancer un défi. D'ailleurs, attends, donne-moi le fromage pour qu'on voit bien la caméra, le mouvement, et puis voilà. Je vais le mettre de côté. Donc, grana padano, hein, vous n'avez pas oublié, ça c'est pour la recette de la soirée. Là, je pense qu'on voit bien la machine. Donc, on lamine notre pâte, et au fur et à mesure qu'on lamine notre pâte, si on sent qu'elle est humide, on peut ajouter un peu de farine. Okay? Et à chaque fois qu'on met de la farine, il ne faut jamais laisser des petits points blancs comme ça. Il faut toujours bien éparpiller la farine partout. OK? Et on continue. Et à chaque fois qu'on tourne une fois, on rapetisse les rouleaux et notre pâte devient de plus en plus mince. Il n'y a pas de risque qu'elle qu'elle se déchire? Elle pourrait uniquement se déchirer si il y a de l'eau ici. Quelqu'un a humidifié la machine. Ou s'il manque un petit peu de farine, c'est possible. OK? Donc, toujours tourner de l'autre sens. Là, je suis rendu ici à la fin. Et j'ai commencé avec un petit bout. Hein? Et je vous conseille toujours de commencer avec un petit bout parce que là, ici, je suis en train de pousser l'extrémité de la longueur de ma pâte. Je ne veux pas plus long que ça. Et on tourne, on l'a fait tomber ici. On n'a pas besoin d'être 2 ou 3 personnes, mais on pourrait... Ça demande quand même de l'expérience et une certaine dextérité. Hein. Oui, mais c'est quelque chose qu'on fait une fois, on fait 2 fois, on fait 3 fois. On pratique.
Et rendu à la fin, pour des pâtes farcies, on passe toujours 2 fois. OK? En tout cas, c'est un beau cadeau de Noël à offrir. Là. Si vous manquez d'idées de cadeaux de Noël, une machine comme ça, je pense que c'est une bonne idée pour les enfants même. Oui. Voilà. Et on leur apprend à cuisiner. On la passe 2 fois. Et si on ferait des tagliatelles ou des papardelles, on la passe juste une fois. OK. Et là, ma pâte est prête. Elle est mince. Elle est peut-être un soupçon trop long, comme exemple que je voulais donner. Je vais juste couper les extrémités. Oups. Je ramasse. Ouais. OK. Et là, ici, j'ai ma pâte. Et ça, c'est ma farce que j'ai faite aujourd'hui, qui a le temps de bien y goûter et aussi de bien prendre le goût. Une chose que je n'ai pas mis encore, et ça, c'est très, très, très important dans la recette, c'est la muscade. Muscade. OK? La muscade, ça, c'est une noix de muscade pour les gens à la maison. Achetez toujours des noix de muscade et pas de la muscade déjà préalablement moulue. C'est plus intense comme ça. Et allez-y, ne soyez pas gênés. On en veut de la muscade. On pourrait éventuellement aromatiser avec une autre épice si on n'aime pas la muscade. Ça, c'est la recette classique. Classique, ouais. OK? Pasquale va vous dire de faire comme ça classiquement. Ensuite, chez vous, si vous voulez mettre du basilic, la ciboulette dedans ou d'autres choses, tout est permis. Si vous pensez que, est-ce que je pourrais mettre une herbe qui irait bien avec ça, goûtez. Si vous pensez que oui, allez-y. Mais ça, c'est vraiment la recette classique que j'ai appris à faire lorsque je travaillais justement à Vérone. Oui, parce que tout à l'heure, je disais, tu as eu la chance de travailler là-bas. J'ai travaillé ça fait un petit bout là, du mois de janvier jusqu'au mois de juin dans la région du lac de Garde. C'est ça. Et c'était une préparation qu'on faisait une fois par semaine, des tortelli des zucca, tortelli de courge. Et j'ai eu le plaisir aussi de me promener tout au long du lac de Garde, qui est une destination touristique. C'est une région qui est magnifique. Toi, tu y as travaillé. Moi, le hasard a fait que j'y étais l'année dernière. Et vous avez, tout à l'heure, on en parlait sur le long du lac de Garde, qui est très grand. Mais nous, on vous parle ici de la région du lac de Garde, qui est plutôt au sud-est, donc côté vénitien. Et vous avez ce qu'on appelle des borghi en italien. Oui, qui en fait des digues. Et vous pouvez vraiment longer comme ça, marcher si vous êtes sportif, tout simplement faire vos entraînements. C'est magnifique. Et puis c'est une région surtout qui au niveau de la température est idéale. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est le lien avec le vin, que les raisins poussent tranquillement parce qu'on est protégé justement par le lac de Garde des grands vents qui viennent des Alpes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même un sommet là, qui culmine à 2200 mètres, juste au nord du lac de Garde. Pourquoi? Parce que le vent se dirige tout doucement vers les plaines du Pô, le Pô qui est le fleuve qui est en contrebas dans la plaine, plutôt en Émilie-Romagne. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de climat, on va dire, un petit peu tempéré, idéal pour les produits maraîchers et puis bien entendu les raisins. Alors ça tombe bien, je vois que tu es en train de faire les tortelli. Et je suis en train de faire les tortelli et la technique est très simple. Vous voyez, la pâte est ici. On choisit la moitié qui est là. Donc si ça c'est ma moitié ici, à demi, je veux mettre la farce juste sur un côté. Et je laisse peut-être l'espace d'un doigt et demi. Voilà, là on voit bien, tu vois la caméra, là on est en train de zoomer un petit peu. Donc par rapport à la bande que vous avez vue initialement, Pasquale la coupe en deux. Mais je ne l'ai pas coupé en deux, mais je fais une dans ligne. Ta tête, tu l'as séparé. Oui. Et ensuite, je vérifie ici. Et là, si ma pâte a eu le temps de sécher, comme c'est le cas, à cause de, on a parlé un peu sur le lac de Garde, gardez-vous toujours un petit pinceau ici avec de l'eau. Et si ce n'est pas le cas, on n'a pas besoin, tant mieux. Mais si elle a eu le temps de sécher, on va juste humidifier un côté. Et ensuite, on prend notre pâte et on la tourne de l'autre côté pour faire nos raviolis, nos tortelli, pardon. Comme si on faisait une serviette. C'est ça. Je tire et ensuite, j'appuie avec mes mains. Et après, avec un coupe-pâte. Alors c'est pareil, si on n'a pas de coupe-pâte comme ça, un couteau de chef. Légèrement dentelé, on prend un couteau de cuisine traditionnel. Oui, et ça va donner une belle petite forme. Les tortelli di zucca sont toujours coupés
avec ce couteau ici, dentelé. Ça, on peut récupérer pour après, pour faire d'autres raviolis. Et là, c'est parce que tu as humidifié ta pâte que ça ne va pas se décoller dans l'eau. Ouais, c'est juste de l'eau. Il y a des gens qui vont mettre des blancs Oui, d'œufs c'est pas ça, je ou pensais des à ça. jaunes. C'est pas nécessaire. De l'eau, c'est suffisant. Et on coupe. Et là, on fait ça un samedi, on fait ça en famille. On veut conserver ça. Et je vais te montrer comment. On prend un cabaret, on met du papier parchemin, on met de la farine, on pourrait même mettre la semoule de blé dur. Et ensuite, on dépose nos raviolis sur la farine. Et là, si on veut congeler, on met ça au congélateur pendant 15-20 minutes, le temps que les tortellis vont congeler. Ouais. Et ensuite, on les met dans des sacs Ziploc. Ziploc ou des contenants qu'on peut entreposer au congélateur. Donc ça se congèle très facilement. Super bien. Ça peut se garder pendant plusieurs semaines. Ah oui, facilement 30-45 jours. Et là, on arrive d'une journée de travail. On a de l'eau qui bout. On met du sel dans l'eau. On sort nos raviolis du congélateur et on les met directement dans l'eau. D'accord. On ne les fait pas dégeler. Ceux-là, je vais les cuire. Comme ça, tu pourras goûter. Là, ça prend 30 secondes? Ça, même pas 2 minutes à les cuire. Même pas 2 une minute et quand demie. L'important, c'est l'eau, il faut qu'elle bout. Et il faut qu'elle soit salée, assaisonnée. Et je vais mettre un peu de sel dans l'eau. Et attends, je suis gourmand, je t'en prends un. C'est simplement. Ah oui, ils sont séchés, ceux-là. Hein. Ceux-là que j'ai fait juste avant qu'on a commencé. C'est juste pour faire un test. Ouais. Voilà. Je m'éloigne de toi quand même. Oui, moi je m'approche juste pour allumer. Oui, parce qu'on m'a dit que tu allais me faire travailler un petit peu plus tard. Plus tard, je vais te faire travailler. Donc, en attendant que l'eau bout, mes tortellis sont prêtes et je suis prêt à les plonger dans l'eau. J'ai une araignée pour les enlever. Et ça, encore, la façon de les servir, c'est seulement avec un beurre fondu. Beurre fondu et évidemment du grana padano râpé. Okay? Grana padano qui n'est pas très intense comme fromage. Voilà. Donc, c'est un fromage assez doux, assez délicat. Excellent pour les enfants sur une pâte parce que c'est pas trop agressif. Non, non. On peut même faire des petites tuiles avec ça au four. Hein. C'est super bon, des petites tuiles pour l'apéritif. Moi, je sais que j'adore ça, notamment avec un bardolino, ça va très très bien. Vous avez toujours les références du grana padano ici sur la croûte, disponible dans toutes les bonnes fromageries. Voilà, je le pose où? Je le pose où? Là, à côté du bardolino, justement. Voilà. Donc là, dans l'eau qui est frémissante. Bon, je vais attendre quand même que l'eau bout. Ouais. Et ensuite, je vais les déposer et je vais les cuire. Et encore des super belles souvenirs parce que je me rappelle quand je travaillais, j'étais commis en cuisine et j'avais la chef de partie parce que je travaillais avec une femme. Elle était chef de partie et c'est elle qui, avec ses yeux, qui me disait oui, je pouvais les plonger dans l'eau. Et là, j'attendais 2 minutes, je m'en allais les chercher. Elle me disait non. Elle me disait oui, là tu peux. Mais des souvenirs, des excellents souvenirs du lac de Garde. Mais là, ça veut dire que tu es en train de nous dire que c'est le genre de pâte où il faut être les yeux sur la casserole et surveiller quand même. On s'en va pas. Quoi, non, on s'en va pas. On n'attend pas que ça boue, on reste. Et c'est pas quelque chose qu'on précuit à l'avance. Si on reçoit un vendredi, un samedi ou même en semaine, moi je dis toujours c'est mieux que la nourriture, les gens attendent la nourriture que la nourriture attend les gens. D'accord. Donc on les fait patienter, on prend un verre de vin, on parle. Alors justement, c'est pas juste on n'est pas juste là pour boire vite et se bourrer vite, c'est tout le côté social de la préparation. Alors Pasquale, tu viens de me faire revenir dans l'univers du vin, le temps s'écoule et comme je veux qu'on ait du temps sur la prochaine recette, puisque ce sera un risotto à la marrone, moi je vais vous présenter ce vin. On a un petit peu de temps. Vous voyez, c'est la maison Masi. La maison Masi a été le premier vignoble acheté dans l'appellation Valpolicella en 1772 par la famille Boscaini. On est dans ce qu'on appelle la petite vallée de Masi, d'où le nom. En italien, la Viao dei Masi. J'espère que je l'ai bien dit. Super bien. Voilà, je ne suis pas puni. Alors, c'est une entreprise qui aujourd'hui appartient toujours à la famille Boscaini. Son président, il s'appelle Sandro Boscaini. Et il a donné d'ailleurs la direction générale à sa fille, Alessandra, qui aujourd'hui travaille avec ses frères, Bruno, si je me souviens bien, et Raphaël. Alors, l'entreprise possède plusieurs vignobles
en Vénétie, également du côté de Tupungato, ça c'est en Argentine, et j'ai eu la chance également de le visiter. Et comme toujours, parce qu'on est sur cette appellation, vous voyez, c'est toujours écrit sur l'étiquette Amarone della Valpolicella. On est sur les cépages dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Corvina, la Rondinella, la Molinara. On a quelques autres cépages locaux qui sont autorisés, mais ici, ce sont les cépages dominants. Alors, en ce qui concerne ce vin, on est sur un vin vendange manuel et les meilleures grappes sont toujours mises à sécher pendant à peu près 3 à 4 mois sur des clés de bambou. Autrefois, on le faisait également sur des morceaux de bois ou de la paille. Et après un très doux pressurage et souvent assez long, on va procéder à la fermentation. Alors, la fermentation, c'est également très longue. Ça va durer 45 jours environ pour ce vin. Cette fermentation a lieu dans des foudres. En l'occurrence, ici, ce sont des foudres qui viennent de Slavonie et également un petit peu dans des cuves d'acier inoxydable. En ce qui concerne l'élevage du vin, pour celui-ci, on est à peu près sur 80% au repos pendant une période d'une trentaine de mois. Vous voyez que c'est assez long, toujours dans des fûts de Slavonie. Et puis 20% du vin va aller dans des petits fûts, des fûts ici français, qui proviennent de la forêt de l'Allier. Donc ça va nous donner ce qu'on appelle l'Amarone, et le nom vient justement, Amarone, ça veut dire amer. Et vous connaissez les amaretto. Pourquoi? Parce que ça va nous donner un petit vin qui a ce petit côté qui rappelle le noyau de cerise, d'où le nom. Et concernant le nom de ce vin, donc la famille Masi élabore 3 grands Amarone. Celui-ci s'appelle le Costa Serra. Pourquoi le Costa Serra? Parce qu'il provient justement de parcelles. Costa Serra en italien, ce n'est pas Pasquale qui me démentira, ça veut dire la côte du soir. Pourquoi? Parce que justement, on est allé chercher des raisins. La côte du soir, c'est-à-dire celle qui est vers l'ouest et non pas vers l'est, vers le soleil, plutôt vers l'ouest, là où le soleil se couche, parce qu'on veut de la fraîcheur. Parce que ce sont des vins qui sont assez riches, concentrés, pas sucrés, mais qui sont quand même assez robustes. On va y revenir tout à l'heure pendant que Pasquale fera l'Amarone, parce que là, je vois que tu as dressé. Oui, j'ai dressé. Ah, tu m'as même dressé une assiette. Mais oui, bien sûr. Super. J'ai dressé et avec du beurre fondu, pas du beurre clarifié. D'accord. On veut le petit lait. Ensuite, on va saupoudrer de Grana Padano et quelque chose que c'est facultatif, mais moi j'aime beaucoup, c'est on va juste un tout petit peu de amaretti. Juste à peine. Ah, pour rappeler un petit peu le... Un petit rappel, mais aussi un petit côté croustillant. Je te remercie. Donc ça, avec le Bardolino. Je pose... Oui, alors j'ai fait les tests tout à l'heure, on les a fait. Avec le Bardolino, c'est vraiment idéal. Pourquoi? Parce qu'on a une souplesse. Parce que très souvent, on a l'impression que les pâtes, même farcies avec des légumes, on ne peut pas les prendre avec des vins rouges, on irait plutôt sur des vins blancs. Ça va très bien avec des vins blancs, notamment les grands vins blancs de la Vénétie, mais ça va très bien avec des vins rouges si le vin rouge est très très souple, ce qui est le cas de ce Bardolino, la maison Farina dont j'ai parlé tout à l'heure. Je montre à la caméra donc mon assiette, voilà, avec ce beurre et le Grana Padano, vous voyez, ça a été vite, hein. J'ai parlé quoi, 3 minutes 30, 4 minutes, et l'assiette était déjà dressée. Apparemment, c'est très facile à faire. J'ai faim, mais je ne vais pas la déguster maintenant. Ce soir, le goût, j'ai goûté un tortello. Ouais. Et le goût, peut-être, comme note, comme je me donnerais, c'est 9,9 parce que le goût est vraiment là. Sur 10? De la farce, oui. Sur 10, pas sur 20. Hein. Non, sur 10. Donc 9,9 sur 10. Je me fais une auto-évaluation à chaque fois que je cuisine. Là, bah oui, je me pète les bretelles. Et tu as bien raison. Mais alors là, maintenant, on passe au risotto. Là, on va faire un risotto, mais un risotto tout à fait spécial. Regarde, qui sera mouillé avec l'Amarone. Amarone, je ne l'ai pas dit, hein, disponible à la SAQ, maison Masi, donc c'est le Costa Serra, j'en ai parlé, 42,35 $ en SAQ, disponible, vous tapez sur Internet, vous y êtes déjà. C'est superbe vin Masi, vin qu'on peut garder très facilement, 10, 15, 20 ans si vous le voulez. Voilà. Donc un risotto, que dans ce contexte ici, on va démarrer avec de l'échalote grise et non de l'oignon. Un peu de beurre, un peu de l'huile de la région du lac de Garde. Ah, stop, je t'arrête. On revient là-dessus. Ouais, rapidement. Parce que là, tu parles d'huile de lac de Garde. Quand on pense huile d'olive en Italie,
Oui. On est forcément dans d'autres régions plus au sud. Là, on est au lac de Garde, Oui. on est dans le nord, on est au pied des Alpes. Ça veut dire qu'il y a quand même des oliviers et qu'on cultive une huile. Et effectivement, Une huile DOP. oui, l'huile d'olive DOP du lac de Garde, c'est une huile d'olive qu'au niveau goût, Oui. elle est beaucoup plus douce et au niveau couleur, elle est beaucoup plus pâle que celle du sud. La raison pour cela, c'est que dans le nord d'Italie, d'abord, le lac de Garde a un microclimat qui fait en sorte que, moi j'ai des souvenirs qu'au mois de janvier, pendant que toute la Vénétie et la Lombardie, il y avait une brume et on n'était pas capable de conduire, aller nulle part, tellement que les conditions routières étaient difficiles. On arrive au lac de Garde et le soleil est là. C'était quelque chose d'impressionnant. Vraiment un microclimat que 12 mois de l'année, c'est un endroit très agréable à visiter. Et l'huile que les gens produisent là-bas, ils vont cueillir l'olive beaucoup plus tard. À pleine maturité. À pleine maturité, c'est un peu comme un fruit. Si on cueille le fruit plus tôt, il sera amer, il sera légèrement piquant, comme dans le sud. Si on cueille le fruit plus tard, il sera beaucoup plus fruité et l'huile sera beaucoup plus douce. C'est ça. La couleur, c'est le contraire. Dans le sud, beaucoup plus verte. Dans le nord, beaucoup plus pâle. D'accord. Donc, c'est une excellente huile à initier les enfants avec. Là, alors on a parlé d'huile. J'ai vu que tu as mis. Quelque chose dans le cachette vite, là. Tu as mélangé beurre, huile, les échalotes françaises ou grises. Oui. Et puis de la moelle. Oui. Alors la recette, vous allez la retrouver sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. On va vous envoyer tout ça. Posez-nous vos questions. Je sais qu'il y a des questions qui sont en train de rentrer. On va y répondre dans une vingtaine de minutes. Mais là, on va parler du riz. Et Oui, du juste risotto. avant ça, la moelle. Parce que j'ai mis de la Excuse-moi, moelle. oui, d'ailleurs, attends. Tout à l'heure, je Oui, t'ai c'est vu ici. préparer une moelle et tu l'as dégorgée. Oui. J'ai dégorgé la moelle. Et la raison, c'est que classiquement, dans cette recette, ça prend la moelle. C'est Moelle de facultatif. bœuf. Moelle de bœuf. Et pour acheter de la moelle de bœuf, d'abord, allez voir votre boucher. Parce qu'il faut vraiment aller chez votre boucher Oui. et lui demander des os à moelle. Ça, c'est qu'est-ce que ça ressemble, un os à moelle coupé sur le sens de la longueur. Ouais. Et votre boucher va vous couper ça. Ensuite, en arrivant à la maison, vous mettez l'os avec la moelle et tout tel quel dans l'eau glacée pendant au moins 3-4 heures. Et cela va faire que ça va dégorger et ça va enlever les impuretés. Mhm. Et après, on n'a que à prendre. Puis quand il en reste un peu de la moelle, vous pouvez la faire chauffer sur des petits toasts grillés. C'est Oui, magnifique avec un magnifique. peu de sel et du poivre. C'est superbe. Et à l'aide d'une cuillère, juste comme ça, on s'enlève tout seul, facilement. Et voilà la moelle que j'ai coupée et que j'ai mis dans ma préparation que j'ai fait suer avec l'échalote, le beurre et l'huile d'olive DOP de Lac de Garde. Et là, je vais mettre le riz, un riz aussi Alors, attends, riz de la région. déposé, propre à la Vénétie, parce qu'on Oui. pense souvent que le riz, notamment pour les risottos, ça vient d'ailleurs, mais il y en a aussi en Vénétie. C'est ce qu'on appelle ici le vallonné, c'est ça? Vialone Vialone Nano. nano. Vialone Nano. C'est ça. Tout à l'heure, tu as mentionné le Pô, Ouais, le fameux fleuve qui part du Mont Blanc jusqu'à c'est Venise. ça. Et au nord du Pô, c'est là où il y a la production Voilà. du riz en Italie. Et dans la région de la Vénétie, ils font un riz qui est exceptionnel, un riz à court grain, Mhm. idéal pour des risottos, qui s'appelle Vialone Nano. Et ça, toujours disponible chez notre Chez partenaire Manon. de la soirée, chez Manon. Chez Manon. Voilà, l'épicerie de Manon à Saint-Hyacinthe, Oui. qui s'appelle Les Passions de Manon, De Manon. à Saint-Hyacinthe. Oui. Toi, tu as une carte de fidélité, en fait là-bas. Moi, à chaque fois que je vais là, je passe pratiquement 1 heure dans le magasin. Ouais. Je bois un espresso dans le magasin. Je magasine avec ma conjointe. On prend notre temps et on part avec plein de sacs. Donc, c'est quand même un riz assez rare. C'est pas un. Ben, il y a C'est un 20 riz ans. haut de gamme. Il y a 20 ans, c'était un riz rare. Mais c'est un riz haut de gamme, un riz de qualité, d'exception, Tu peux me donner Qui- le sac qu'on le montre à la caméra qui est peut-être? disponible. Voilà. Ça, c'est un des producteurs. Mais il y a plusieurs producteurs. Non, c'est que ici. je veux peut-être montrer à la caméra, c'est le nom, voilà. Voyez, on le voit là ici, je montre. Nano, riz, voilà. Vialone, nano. Tiens, je te Bon. rends. Et là, je vois qu'on parle. Et le temps passe? Et le temps Oui, passe c'est vrai. et mon riz commence à peine de cuire ici. Hein? Donc, risotto, très important, une casserole de qualité. Ensuite, on ne veut pas que la casserole Brûle. soit bombée. On veut une casserole avec un bon fond.
Et une fois qu'on met notre riz, on doit le faire légèrement torréfier, mais sans coloration. D'accord. Les Italiens, on dit tostare, mais c'est sans coloration. Et là, je suis prêt pour ta participation et tu vas me verser le vin. Le vin? Oui, tu vas me verser le vin. Alors, le vin, puisque c'est à la Marrone, Masi, le Castesera, Tu vas me verser l'équivalent de peut-être un verre et demi, ou 2 verres pour commencer. Donc, c'est un test, hein. Je le fais à l'œil quand même. Oui, C'est parce parti. que Là, je pense que c'est bon, hein. c'est bon. Voilà. Oui, c'est une soirée un peu luxueuse. Ouais. C'est, je dis ça dans la brume de Vénétie. C'est une soirée luxueuse parce que nous, voyez-vous, on mouille avec du Costa Serra. Bon, ça existe. Pendant ce temps-là, je prends une petite gorgée. Et le riz, une fois qu'on commence à mouiller, techniquement, un bon risotto, c'est 15 minutes de cuisson. Mais couvercle, Non, jamais couvert. jamais couvert. Jamais couvert. On doit toujours contrôler Ça sent. l'ébullition. On doit contrôler l'ébullition. Et pour la recette que je vous propose, que j'ai mis 300 grammes de riz, Ouais. on parle de 375 ml de vin, donc D'accord. c'est équivalent d'une tasse et demie. Ouais. Et le reste, c'est du bouillon de bœuf ou au limite un bouillon de volaille que j'ai ici. Donc, on ne mouille pas juste 100% avec de la marronne. On fait peut-être un tiers à marronne, 2 tiers bouillon. Le tiers bouillon. Et le tout doit Bouillon de prendre bœuf. 12 bœuf ou au pire scénario, Poulet. poulet. D'accord. L'important, il ne faut pas que le bouillon soit salé. Il faut que le bouillon soit sans sel. Je vous conseille toujours d'en faire un vous-même, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez en acheter un qui est déjà prêt. Et là, on surveille le riz, on va remuer de temps en temps pendant la cuisson de notre risotto et je vais mouiller avec un peu de bouillon, quelques louches. Et qu'est-ce qui est très important, c'est que qu'est-ce qui se passe ici, là-dedans, on veut toujours maintenir une ébullition. OK? Là, je vois souvent du monde qui font du risotto, ou même d'autres personnes à la télévision qui disent « il faut que tu restes là planté et à tourner Ouais. comme un déchaîné ». C'est pas vrai. Si on fait ça, on va créer beaucoup plus de mal que d'autres choses parce qu'on va frotter le riz, C'est l'amidon qui va sortir. Non, on va juste l'abîmer. Ah, ok. On l'abîme. Oui, aussi l'amidon qui va sortir, il va devenir plus collant. Donc on mouille, mais on mouille à chaque fois progressivement, pas tout d'un seul coup, hein. Toujours progressivement. C'est ça. OK? Et moi, je regarde le temps passé et je sais que ça fait déjà 2 minutes et demie que ça cuit. Ouais. Je sais qu'il va m'en rester 12 minutes pour la cuisson du riz. D'accord. OK? Pour la cuisson du riz. Ouais, on aurait pu monter, je ne sais pas si on le voit à la caméra, on n'a pas de caméra au-dessus de la casserole pareil, mais ah si, on le voit bien. Vous voyez, c'est brun, ça a cette couleur violâtre, hein, forcément, puisque on l'a fait avec le Costa Serra de Masi, et pendant que ça chauffe un peu, un petit chin-chin, voilà, ça fait partie des grands vins. On est dans les grands vins, pas seulement vénitiens, on est dans les grands vins rouges italiens. C'est riche, mais c'est pas lourd. C'est très fin. On a des tanins ici qui sont quand même assez veloutés. C'est un vin qui est jeune, bien entendu. On est sur le millésime 2015. Entre parenthèses, en 2014, ils n'en ont pas fait d'Amarone parce qu'on était sur une année délicate chez Masi, alors qu'ils ont décidé de ne pas en faire. C'est pour ça que là, on est sur un retour d'Amarone en 2015. Inutile de vous dire qu'on est sur une très très belle année, en tout cas chez Masi, pour le Costa Serra. Donc n'hésitez pas à aller en SAQ, réservez-le, c'est un superbe vin. Donc, le riz cuit tout seul. Et pourquoi que le riz cuit tout seul? Et là, je vais revenir à ma casserole. C'est très important que votre casserole, pour le riz, a un bon fond qui est très, très épais. OK? Comme ça, la chaleur sera bien distribuée partout. Si la chaleur n'est pas bien distribuée partout, ça va créer ce qu'on appelle des points chauds et là, votre riz va coller. Et là, je sais que j'ai une bonne casserole. L'autre chose qui est très importante, ma casserole est tout droit et il n'y a pas de jeu. Ouais, il faut que ce soit... OK? faut pas qu'il S'il y ait y a du jeu, ça veut dire que je vais avoir des points chauds et des points froids. Et c'est là où ça va coller. Ça veut dire qu'elle est morte, la casserole, en fait. Et puis bonne, c'est le temps de C'est pas grave, recyclage. c'est Noël, Recyclage. offrez-vous des casseroles. OK? Donc, pour les gens qui ont vitrocéramique à la maison ou induction, assurez-vous toujours que vos casseroles, il n'y a pas de jeu. Qu'on est capable de bouger ici et ça ne bouge pas. Pour l'induction, on n'a pas le choix, de toute façon. Hein. Et Voilà. si jamais vous avez une cuisinière au gaz, on veut toujours que la flamme couvre bien la surface du fond et que ça ne dépasse pas.
Parce que si ça dépasse et vos côtés ne sont pas la même épaisseur que le fond, ici, ça va brûler. Toutes ces petites astuces que vous donne Pasquale, de toute façon, vous pouvez les réécouter parce que là, on est enregistré. Donc, dans quelques jours, vous allez pouvoir réenregistrer, vous pouvez réécouter, pardon, ce tournage. Et vous allez tout le temps sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. Vous allez avoir les proportions, les ingrédients des 2 recettes de la soirée. Là, je sais qu'il y a des questions qui rentrent. On va y répondre d'ici 2-3 minutes ou bien Peut-être pendant que le riz cuit, s'il y a des questions, ou on avait aussi une vidéo à montrer. Mais exactement. Avant ça, notre partenaire Garda Green vous offre plusieurs forfaits, des forfaits justement d'idées. Si vous voulez visiter le lac de Garde, sans plus attendre, on va vous montrer cette petite vidéo avec quelques idées pour vos prochains voyages en Vénétie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques idées de forfait. Pasquale, pendant que ça frémit, j'ai eu des questions. Alors, je les ai notées. Dans une première question, les gourmands disaient le beurre c'est bien, mais si je veux déguster mes tortelli avec une sauce, quel genre de sauce? Faut que je dise une sauce tomate. Tomatée. Une sauce tomate très légère. Mais ne partagez pas cette information-là avec mes amis de la Vénétie. Sinon, ils vont me dire, Pasquale, qu'est-ce que tu leur dis? C'est juste du beurre ici. Parfait. Autre question. Si j'arrive pas à trouver les 2 variétés de courges dont tu as parlé, avec quoi je peux remplacer la courge? Ben, je l'ai déjà fait avec la courge butternut, qui est très commun dans tous les magasins grande surface. La seule chose que pour la cuisson, ce que je vais vous conseiller, c'est lorsque vous allez mettre la courge butternut à cuire, vous faites la moitié du temps à couvert, l'autre moitié du temps sans couvert. Comme ça, l'humidité va s'échapper. Et l'objectif, on veut que la courge soit très, très sèche. Et peut-être aussi de la faire égoutter pendant 48 heures au frigo et pas 24 comme j'ai fait avec celle-là. Il faut se montrer patient, en fait. Quand même, ça se prépare un petit peu. Si c'est pour ce week-end, par exemple, mettez-vous-y dès demain. Comme ça, les enfants pourront vous accompagner dès samedi. J'ai une autre question, et je m'y attendais un peu. On a parlé du bouillon de poulet, éventuellement, plutôt du bouillon de bœuf. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'on pourrait le faire avec un fond de veau? Fond de veau, normalement, dans un contexte professionnel, avec le fond de veau, on fait un fond brun de veau qu'on utilise pour arroser des viandes, des braisés, des mijotés. Mais dans un contexte risotto, c'est toujours un fond blanc. Un fond blanc, on essaie de faire ça toujours avec du bœuf et de la poule ou du poulet. Bon. Donc, non. Autre question, c'est concernant donc les visites au lac de Garde, la région de la soirée. N'oubliez pas les sites internet Garda Green pour avoir quelques idées, ainsi que le site Wine Travel Italy, Voyage Vin Italie. Visitez-les parce que vous allez avoir en fait tout simplement tous les détails pour découvrir cette région du lac de Garde, qui est une région qu'on visite à l'année longue. Et en fait, comme le disait tout à l'heure, et en famille aussi. Pasquale, en famille et à l'année longue, parce qu'on a ce côté, ce climat très très doux
beaucoup plus frais curieusement sur la côte est de vénitienne l'hiver, alors que là on est protégé à la fois par les Alpes curieusement et par la plaine du Pô au sud. Donc vous pouvez facilement vous y promener si vous voulez y aller à l'automne, parce que l'automne justement l'année prochaine je pense qu'on sera en mesure de voyager en Italie. Donc ça peut être un superbe voyage, on va dire, de rentrée en septembre ou en octobre. J'ai une autre question, parce que oui, effectivement, on a parlé des casseroles. Tu as parlé des casseroles, tu as dit qu'en plus, si on avait une cuisinière à induction, il faut absolument que la casserole soit à fond plat, avec un fond très épais, donc résistante et dure. Mais la question, parce que c'est quoi une bonne casserole? En gros, on met combien? Ça vaut combien une bonne casserole? Ça vaut pas 50 piastres? Non, moi je dis toujours en magasinant une casserole, regardez le fond, ici. Ouais. Ici, vous avez vitrocéramique ou induction. Qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment que le fond soit épais. Si les côtés ne sont pas à la même épaisseur, c'est pas grave. Par contre, si vous avez une cuisinière au gaz, idéalement, on voudrait que les côtés soient à la même épaisseur que le fond. Parce que si la flamme qui va dépasser va brûler ici et pas ici, il va chauffer beaucoup plus fort ici qu'ici. Donc, c'est pour ça que pour une cuisinière au gaz, on veut que l'épaisseur sur les côtés soit égale à ici. D'accord. J'espère qu'on a répondu. Au niveau prix, des fois, ça peut varier en 150, 200. Oui, quand même. Une bonne casserole. Mais une bonne casserole, vous la transmettez à vos enfants et à vos petits-enfants. Hein. Donc, mettre $150 dans une bonne casserole, je pense que c'est pas jeter son argent. Je vois que tu continues de mouiller. Oui, je continue de mouiller avec j'ai commencé avec du vin. Pendant la cuisson, j'ai mouillé avec le fond. Et là, je vais te demander d'en mettre encore un peu plus de vin parce qu'on s'approche vers la fin de la cuisson du risotto. Et il faut toujours maintenir l'ébullition dans notre casserole. Oui, on reste à côté, on ne se promène pas. Là, mais on n'est pas obligé nécessairement de remuer sans arrêt. Notre fond ici, il faut qu'il soit chaud, mais ce n'est pas nécessaire qu'il soit à grosse ébullition. Et évidemment, le vin qu'on met directement, on n'a pas besoin de le chauffer. Non, bien sûr. Okay. Alors, j'ai justement des questions. Alors, il y a une question sur le vin. Bon, ce soir, je vais vous présenter le Masil Casacera de Masi. Donc, on est dans la Marone, donc d'où ce mouillage à la Marone. Mais il y a une question, c'est si j'ai pas d'Amarone, qu'est-ce que je mets à la place? Vous allez faire un risotto avec un Bardolino, avec une autre sorte de vin de la région. On reste dans la région. Un vin rouge. La seule chose que... Parce que tout à l'heure, tu l'as mentionné que le Bardolino est beaucoup plus doux. Voilà. Donc, personnellement, si je voudrais faire un risotto avec uniquement le Bardolino, je mettrais au niveau proportion beaucoup plus de Bardolino que fond. Donc, faites même l'expérience à la maison. Vous pourriez faire 2 risottos, un avec le Bardolino, un avec la Marone. Bardolino Farina, hein, je reviens dessus parce que, en fait, si vous voulez vous initier tout simplement aux 3 cépages propres à cette région, donc de l'est hein, du lac de Garde, Corvina, Rondinella, Molinara, vous commencez par ce Farina. Petit vin Bardolino, mais il n'y a pas de petit vin en fait, ça veut dire très très souple, facile à déguster, très léger en alcool. Et puis vous montez progressivement, on va dire au niveau de la texture, pour vous orienter vers les Valpolicella et notamment les Amarones. J'ai une dernière question, mais on pourra en prendre encore, ou alors vous les posez sur le site internet de la Chambre de commerce italienne au Canada et on va y répondre au cours de la semaine. Mais là j'ai une dernière question, et elle est un peu logique, comment on sait que mon risotto y est prêt? Faites comme moi je calcule 15 minutes et là c'est long, l'horloge sur le mur ici, il me reste 1 minute et demie. Mais je participe toujours à la cuisson de tout ce que je fais et vous m'avez peut-être vu, ça va être la 3e fois que je prends ma fourchette et je dépose quelques grains de riz et je goûte. Ça me permet de vérifier la texture du riz. Il faut que ce soit al dente quand même ou légèrement al dente. C'est au goût? Légèrement al dente, c'est au goût. Voilà. Toi tu préfères plus cuit que moi. Tu as juste tu continues à mouiller et tu continues à cuire. Mais est-ce que ça se sert justement avec un peu de liquide quand même? On ne veut pas que le riz soit trop sec, mais on ne veut pas quand même une soupe. Alors l'hérésie, je le dis, hein, mais normalement
on n'ajoute jamais de crème. Non, jamais. Jamais, parce qu'il y a beaucoup comme ça qui trichent et qui, pour donner un peu d'onctuosité, ajoutent de la crème, mais c'est interdit, ça. Ça, c'est juste en France qu'ils font ça. Oh, bien sûr. Les maudits Français. Non, je les adore. C'est mes amis, j'ai travaillé là. C'est terrible, les maudits Français. Mais c'est vrai que souvent, on pense qu'un risotto, il faut qu'il soit crémeux et immédiatement, on pense crème. Mais c'est faux. Parce qu'il faut qu'il soit bien nacré. Nacré permet que le riz soit bien torréfié. Alors, on surveille la cuisson, mais le côté crémeuse, c'est à la fin, lorsque je vais ajouter le beurre et le fromage. Il ne faut pas dire crémeux, il faut dire onctueux. Le côté onctueux. Le crème, on pense à crème. Ouais. Donc là, on va dire onctueux. C'est une belle densité. Et là, pour répondre donc à notre internaute, moi, je remarque quand même que c'est liquide, mais en fait, c'est comme si le niveau du liquide venait d'être juste en dessous du riz, comme si c'était prêt. C'est presque prêt. Et là, j'ai constaté aussi au niveau goût, il manque de sel. Un peu de sel et aussi quelques tours de poivre, très peu, parce qu'on veut vraiment que le vin sorte. Hein. Avec peut-être le bardolino, je mettrais plus de poivre, avec la Marone. Puis de toute façon, vous pouvez consommer ce risotto, là Pasquale va faire le montage maintenant, vous pouvez le consommer tout simplement avec l'un des deux vins. C'est pas parce qu'on l'a fait avec l'Amarone qu'on est obligé de le déguster avec un Amarone. On peut, encore un peu, ouais, ça c'est le côté italien. Voilà. Et il faut toujours remettre un petit peu de vino, voilà, c'est tout. Voilà. Là, on est rendu à la fin où le riz est cuit. Okay? Voilà. Là, qu'est-ce qui est très important, on ferme le feu. Le feu est éteint. Et c'est là le moment qu'on met le beurre. Ah, tu remets du beurre. Oui. Et là, c'est la technique qu'on dit mantecare en italien. Si. Et là, on met du beurre, on met du grana padano. On en met pas mal. Et c'est là, maintenant, qu'on doit travailler le riz. Et là, j'en connais. Pendant la cuisson, on ne travaille pas le riz, on ne le brasse pas, mais là, on doit le travailler. C'est à ce moment-là seulement qu'on est présent et qu'on touille. Et là, on va touiller. On brasse. On va brasser, on va bien faire fondre le beurre et on y va d'une façon un peu plus rapide que tout à l'heure. Je me suis approché trop près de toi parce que ça me donne envie. Et je sais que l'équipe qui est autour, là, je peux te dire qu'il y en a qui vont se régaler après. Il y a des drapeaux qui nous affichent là. Il y a des Forza Italia là, quelque part dans la salle. Donc, ça donne envie. Hein. Donc, on veut que la texture soit... En italien, on dit le risotto doit faire l'onda, une vague. Okay? Et on doit être capable de le bouger pratiquement comme ça, qu'il bouge tout seul. Et là, je suis prêt à le dresser dans mes assiettes. Ouais. Et je vais le dresser de la façon traditionnelle dans les assiettes plats. D'accord. Dans l'Italie, on met toujours dans les assiettes à plat, pas dans les assiettes curse, sauf pour les enfants. Okay? Et là, je vais déposer le risotto dans le milieu. Et c'est une belle entrée chaude. Hein? Moi, je vous servirai le même risotto dans un contexte. Donc, on a eu l'antipasti à base des tortelli. Non, honnêtement, le tortelli aussi sont un primo. Ça aussi, c'est un primo. OK. Une entrée chaude. Et je servirai une entrée froide, un risotto. Après, une autre pièce de viande. Et jusque la pièce de viande, ça prendrait quelque chose de braisé pour augmenter encore l'intensité du vin. Donc, une fois qu'on dresse, on voit toujours une genre de monticule comme ça. Si le riz est bien fait, en cognant comme ça, il devrait tomber tout seul. D'accord. Si on a perdu l'amidon dans le riz, il fait la colle et il ne bouge pas. Il fait comme... Donc ça, c'est la petite astuce. Oui. Donc, au restaurant, prenez votre assiette, tapez votre riz s'il n'est pas bien tapé. Et s'il ne descend pas, il y a un problème là. OK? Et on le tape comme ça. Et il descend tout seul. Et là, de nos jours, ça c'est la façon classique au lac de Garde. Mais là, des chefs modernes, ils vont mettre quelques feuilles de roquette, des petites herbes, un peu de grana padano fondu en crème. Voilà. Ils vont faire un peu de fromage fondu. Plein de garnitures pour rehausser On va bouger les couverts. On va mettre les deux vins au choix. Donc les deux vins de la soirée, le Bardolino de Farina ou alors la Marone della Valpolicella de Masi avec le superbe risotto de Pasquale Vari. Ben écoute, merci beaucoup. Merci. On a mis un petit peu plus d'1 heure. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions.
On se retrouve bien entendu dans une semaine. Je serai encore en compagnie de Pasquale. Moi, j'adore ça. Emilia-Romagne. Et là, on va vers la province qui est juste au sud, l'Émilie-Romagne, le garde-manger de l'Italie. Je remercie Garda Green. Visitez le site internet. C'est grâce à ce site que vous allez préparer vos voyages pour 2021 en Italie. Merci à l'épicerie fine Les Passions de Manon. Il a sa carte de fidélité. On risque peut-être d'en reparler prochainement. Ça, c'est à Saint-Hyacinthe. Tous les produits de la soirée, vous allez les retrouver à cette épicerie fine, Les Passions de Manon. Les vins, bien entendu, ici, c'est à la SAQ. Toutes les références sont sur le site de la Chambre de commerce italienne au Canada. J'espère que cette soirée vous a plu. On a fait short and sweet, comme on dit. Un grand merci de nous avoir suivis. Et puis, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous même heure, la semaine prochaine, mardi. À bientôt. Merci, bonne soirée.